Alors, chez l'autre contaminé, je répète rapidement, l'homme, animaux, on a deux formes, tripomastygote, longue et courte. Chez le vecteur et en milieu de culture, c'est la forme tripomastygote métacyclique infestante. Alors, la forme qui permet de poser le diagnostic de certitude. Chez l'homme, c'est la forme tripomastygote, longue. OK? La forme infestante, la forme qui pénètre chez l'homme, c'est la forme tripomastygote métacyclique infestante. Bon, là, c'est une différence qui est génétique et un petit peu d'antigène, différence morphologique. Alors, la forme qui permet de poser le diagnostic chez l'homme, c'est la forme tripomastygote longue. Il y a même la forme courte. La différence, c'est une différence de longueur. La morphologie, c'est la même. Alors, tripomastygote lent, la taille, elle est de 15 à 40 micromètres. La forme, elle est allongée, fusiforme. Le noyau, vous voyez bien le noyau au centre, il est noir. OK, il est au centre. Le kinetoplaste, c'est le point qui se retrouve à la partie antérieure. On appelle ça le kinetoplaste. Il est petit et postérieur. Le kinetoplaste, il est petit et postérieur. Sa taille, elle est importante pour différencier les deux formes. La membrane ondulante, à partir du kinetoplaste, il y a un flagelle qui part pour former une membrane ondulante. Elle est longue et pliée. C'est une forme qui est fluxueuse. OK? La membrane ondulante, elle est très bien pliée. Le flagelle, il est libre à l'extrémité antérieure. Donc, c'est l'extrémité antérieure, là où il y a le flagelle libre. Là où il y a le kinetoplaste, c'est la partie postérieure. Bon, la forme, c'est une forme de réplication. On se voit dans le sang, dans le SR. Généralement, elle est présente dans les phases aiguës de la maladie. Donc, les tripomastygotes longues, on sait bon, la phase aiguë de la maladie. Tripomastygote courte, c'est au cours de la phase de rémission, après traitement, etc. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non, vous pouvez répéter. Alors, là, ce qui nous intéresse, je répète, c'est la forme qui permet de poser le diagnostic. Même les formes que tu fais en FTP, c'est la forme qui permet de poser le diagnostic chez l'homme pour dire est-ce que l'homme il est atteint de la maladie du sommeil. Très bien. Alors, le vecteur de la maladie. Alors, s'il vous plaît, la diapo. Est-ce que vous voyez bien vecteur et réservoir? Est-ce que vous voyez vecteur et réservoir de la maladie de Chagas? Très bien. Alors, le vecteur, c'est la mouche tsetse. OK? La glossine, le genre taha, c'est glossina. C'est une mouche qui est hématophage. Hématophage, elle a besoin du sang pour la croissance. Elle est hématophage pour les deux sexes. Bon, c'est pas important. Ce qui nous intéresse, c'est de dire que l'insecte, il est hématophage. Il pique pour sucer le sang. La piqûre, elle est diurne. C'est quoi diurne? C'est le matin, la journée. La piqûre, elle se fait le matin. Alors, le réservoir de la maladie. Le réservoir, les deux sous-espèces se diffèrent. Alors, la sous-espèce gambiensé, elle est spécifique à l'homme. On sait principalement chez l'homme. La deuxième sous-espèce, rhodesiens, elle touche beaucoup plus les animaux que l'homme. OK? Alors, gambiensé, elle est spécifique et adaptée à l'homme. Rhodesiens, elle est adaptée aux animaux. Elle touche beaucoup plus les animaux. Donc, il y a les animaux sauvages et domestiques. Ce qui est important, c'est ça. On a dit que les deux sous-espèces se diffèrent sur le plan génétique, sur le plan clinique, sur le plan épidémiologique. Donc, c'est beau des différences
entre les deux espèces. Le mode de contamination ou bien le mode de transmission de la maladie, c'est la voie vectorielle. C'est par la piqûre d'un vecteur. Mais je dis bien après la piqûre d'une glossine qui est infestée. Alors, vous voyez bien sur la photo, c'est la glossine. C'est l'insecte qui assure la transmission. Alors, la principale voie de contamination, c'est la voie vectorielle, qui exceptionnellement peut se faire par transfusion sanguine, allaitement, accident de laboratoire, ou bien la voie transplacentaire, c'est-à-dire de la mère au fœtus. Mais c'est exceptionnellement. Ça existe, mais c'est rare. Là, ce qui nous intéresse, c'est la voie vectorielle, c'est l'insecte. Alors, le cycle évolutif, ou bien le cycle parasitaire, c'est un cycle qui est zigzag. On a dit le cycle, ou là le parasite, on peut l'appeler soit le parasite, ou bien cycle dixane, ou la monoxane, ou bien hétéroxane. Un cycle dixane, c'est quoi un cycle dixane? C'est quoi un cycle dixane? Très bien, deux hôtes. C'est un cycle qui se fait nécessite deux hôtes. Alors l'hôte vertébré qui est l'homme ou bien les animaux et l'hôte invertébré qui est l'insecte. Alors il y a deux hôtes, il y a l'homme, il y a la glossine. Très bien. Alors le cycle, euh, ce que vous allez apprendre, hétéroxane, c'est à partir de trois hôtes. OK? Alors un seul hôte, on dit monoxane. C'est le cas de Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica. هادو عندهم un cycle qui est monoxane. Il y a le cycle hétéroxane. Hétéroxane, c'est à partir de deux hôtes. 2, 3, 4, etc. Alors, deux hôtes, on dit dixane. 3, 4 et plus, on dit hétéroxane. OK? Mais deux hôtes, c'est dixane. Alors, la première phase, est-ce que c'est clair? Alors, la première phase, c'est la piqûre d'une glossine, ou bien la mouche tsetse, qui est infectée par les trypanosomes. Elle va piquer l'homme. La forme infestante, trypomastygote métacyclique infestante, elle est présente au niveau des glandes salivaires. Elle va piquer, en même temps, elle va inoculer le parasite, la forme infestante. La forme infestante, je répète, c'est trypomastygote métacyclique, infestante. Alors, elle va injecter la forme infestante. La multiplication, elle est locale au niveau de la peau. Multiplication locale de la forme infestante. Par la suite, le parasite va passer au niveau des ganglions. Ensuite, passage au niveau de la circulation sanguine. Bien sûr, au niveau du sang, la multiplication elle se fait par scissiparité. C'est un détail. Alors, la scissiparité, c'est une forme, tu mets deux formes. Deux, ça va donner quatre. Quatre, ils vont donner 8, etc. Donc, c'est la multiplication par scissiparité qui se fait principalement soit au niveau du sang, soit au niveau de divers fluides biologiques, dont le LCR. Alors, le parasite, il va passer de la peau, ganglion, le sang, ensuite au niveau des vaisseaux cérébraux, il y aura une rupture de la barrière méningée et le parasite va passer au niveau du système nerveux central, dans le LCR. Est-ce que c'est clair? Alors, j'attends toujours vos messages pour avancer. Est-ce que c'est clair? Bon, pouvez-vous répéter le cycle? هذا ماشي le cycle. هذه une partie de le cycle. La première partie, vous avez une glossine qui est infectée. Une glossine qui est infectée,
Donc, عندها la forme infestante au niveau des glandes salivaires. Donc, elle a des tripomastigotes métacycliques infestantes. Au moment de son repas sanguin, je prends l'exemple de l'homme. Elle va piquer un homme. Elle va sucer le sang. Ça fait le sang, tout simplement. En même temps, elle va prendre le sang. En même temps, elle va inoculer le parasite avec la salive. La salive, c'est l'insecte, hein. Alors, le parasite, il va se multiplier au niveau local. Il va pénétrer au niveau de la peau. Il va subir une multiplication locale au niveau de la peau. Il y aura un signe clinique. Par la suite, passage du parasite au niveau des ganglions. Les ganglions. Par la suite, passage à partir des ganglions du système lymphatique vers la circulation générale, le sang. Au niveau du sang, elle va se transformer en tripomastigote langue circulante. Bon, je fais la morphologie. Des tripomastigotes langue circulante. Ensuite, le parasite va arriver au niveau des vaisseaux cérébraux. À partir de la première, à partir du deuxième mois, il y aura une rupture de la barrière méningée et passage du parasite vers le système nerveux central, dans le LCR. Donc le parasite, il va passer de la peau, les ganglions, le sang, ensuite va passer au niveau du SR. Et au niveau de chaque passage, on aura des symptômes cliniques. La peau qui a des symptômes cliniques, les ganglions adnans, le sang aussi, et le SR. Ce qui est important, c'est le SR. OK? Est-ce que c'est clair? C'est Tahri, mademoiselle Tahri. Est-ce que c'est clair? Normalement, c'est clair. Donc, le parasite va passer de la peau jusqu'au SR. Ensuite, à partir du SR, on aura une dissémination. Dissémination dans tout l'organisme. C'est beau partout. Bien sûr, la maladie, dans ce cas-là, s'il est disséminé dans tout l'organisme et son traitement, la maladie évolue vers le coma et la mort. Parce qu'il va donner un état de cachexie. Le patient, il devient dénutri complètement. Donc, vous allez voir ça, la clinique. Alors, au niveau du SCR, par la suite, on a l'apparition des tripomastigotes courtes. La première phase, on aura les tripomastigotes longues au niveau du sang. Par la suite, on aura l'apparition des tripomastigotes courtes. Donc, la morphologie, la différence entre la forme longue et courte, c'est la longueur. Une forme, c'est la phase aiguë. La deuxième forme, c'est la phase de rémission ou la fin. La fin, c'est le cycle. Ensuite, le vecteur, il va venir, il va faire un deuxième repas sanguin pour prendre le parasite, la forme infestante pour le parasite. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la première partie, c'est le cycle. La partie qui se fait chez l'insecte n'est pas intéressante parce que là, on fait la parasitologie médicale. OK? Ce qui nous intéresse, c'est le parcours du parasite chez l'homme. OK? Au niveau des ganglions, il n'y a pas de réaction. Si, il y a des réactions. Il y a une réaction, c'est des adénopathies. Donc, ce qui est important, je répète, le cycle évolutif, la forme infestante. C'est tripomastigote métacyclique infestante. L'agent pathogène, c'est un cycle qui est dixaine. Vous avez un vecteur et vous avez un hôte, les rois, l'homme. Euh, le passage, il est transcutané. Transcutané suite à une piqûre. Le parasite se retrouve au niveau de la peau. Ensuite, passage ganglion, le sang, les vaisseaux cérébraux et le SR. La dissémination par la suite dans tout l'organisme. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a deux formes morphologiques. Au cours de la phase aiguë, je parle de la première phase. On sait beau des tripomastigotes longues. Au cours de la deuxième phase, bon, la phase neurologique, le SR, on trouve les tripomastigotes courtes. OK?
C'est ce qui est important. Est-ce que c'est clair? Alors, est-ce que c'est clair? Monsieur, Très bien. Alors, la répartition géographique, vous allez apprendre un mot, c'est l'Afrique. هذا مكان. J'ai déjà dit que les deux sous-espèces se diffèrent sur le plan épidémiologique. Donc, la répartition géographique, la sous-espèce rhodesiense, c'est boire l'Afrique de l'Est. Gambien, c'est boire l'Afrique centrale et de l'Ouest. Mais ça, c'est un détail. Ce que vous allez apprendre là, c'est que c'est un parasite qui sévit dans le continent africain. Point à la ligne. En Algérie, Macanche, elle n'existe pas chez nous. Alors, la clinique. La clinique, après la piqûre, il y a deux phases. Il y a deux phases, mais avant, il y a une phase d'incubation. On a une phase d'incubation. Ensuite, on a deux phases. La phase lymphatico-sanguine ou la phase méningo-encéphalytique. Je commence par la phase d'incubation. C'est après la piqûre. Donc, elle peut durer de 3 semaines à quelques années. Mais beaucoup plus, c'est 3 semaines. Généralement, c'est 3 semaines, 21 jours, une phase d'incubation. Elle est silencieuse. Il n'y a pas de symptômes. Le seul symptôme qui peut être présent, des fois 2 symptômes maximum, c'est le trypanosome. Trypanosome, ou là le chancre d'inoculation. C'est le point de piqûre. Ça, le parasite. Généralement, c'est 10 jours, 15 jours après la piqûre, apparition d'une réaction inflammatoire locale. Le point de piqûre du parasite. On appelle ça le trypanosome. Un deuxième signe, plus ou moins non spécifique, c'est des adénopathies satellites. Adénopathie, c'est la réaction suite à la présence du parasite au niveau des ganglions. On aura des adénopathies satellites. OK? C'est la phase d'incubation. Elle est silencieuse. Il n'y a pas vraiment de symptômes importants, juste le point d'inoculation, le chancre d'inoculation, réaction inflammatoire locale, c'est le trypanosome, ou bien association avec des adénopathies. Quelques adénopathies satellites. OK? Donc, là, le parasite, il est présent au niveau de la peau et au niveau des ganglions. Je passe à la deuxième phase. La deuxième phase, on aura des signes non spécifiques, des céphalées, des arthralgies, douleurs articulaires, asthénie, des vertiges. Là-dessus, c'est des signes généraux non spécifiques. Le patient présente aussi, ce qui est important, la fièvre au cours de la phase lymphatico-sanguine. C'est la phase où le parasite se retrouve au niveau du système lymphatique, au niveau du sang. Alors la fièvre, elle est irrégulière parce que vous allez voir un parasite qui va donner une fièvre régulière. La fièvre, elle est irrégulière. Bon, elle est généralement 38, 38,5. Les trypanides et prurites, c'est quoi? C'est des réactions érythémateuses. C'est des démangeaisons. C'est des plaques inflammatoires au niveau de la peau. C'est une réaction qui est généralisée. Troisième symptôme, œdème de la face. Donc le gonflement du visage. Ça va donner un visage japonais. L'aspect d'un visage japonais, ou bien on dit visage en lune, jimdor. Ok? C'est une face qui est lunaire. Et aussi des adénopathies cervicales, principalement chez cervicales. Donc, elle est la phase lymphatico-sanguine. Il y a 4 signes associés à des signes généraux. Fièvre, des trypanides, œdème de la face et des adénopathies cervicales. Mais ce qui est important là, c'est la fièvre, qui justifie bien sûr la présence peut-être d'un élément, d'un agent étranger au niveau du corps humain, soit un virus, soit un parasite. Alors là, la fièvre, elle est irrégulière, parce que vous allez voir un parasite qui va donner une fièvre régulière.
C'est des mots clés. Alors, est-ce que c'est clair? Alors, j'attends toujours des messages pour avancer. Parce que probablement, peut-être, il y aura oui, oui, oui. Très bien. Il y a un décalage de connexion. Je viens de recevoir les messages. C'est clair. Donc, la phase lymphatico-sanguine, le parasite va passer par la peau, c'est la phase d'incubation. Ensuite, la phase lymphatico-sanguine, le système lymphatique. Et ensuite, la phase sanguine. Bon, il y aura d'autres symptômes, mais qui ne sont pas vraiment spécifiques. Ce qui est important, c'est les symptômes spécifiques, bien sûr, à la parasitose. La phase méningo-encéphalytique. Alors, là, le parasite, il a passé du sang au système nerveux central. Donc là, principalement, on aura des troubles neurovégétatifs. Des troubles, parce que le parasite là, il va léser le système nerveux végétatif. Donc ça va donner un endormissement. Le patient, il devient sommeilleux. C'est pour ça qu'elle est appelée la maladie du sommeil. OK? Alors cliniquement, il y aura des troubles moteurs. Le parasite présent au niveau du système nerveux. Il y a des troubles moteurs, des troubles sensitifs et des troubles psychiatriques. Troubles moteurs, des convulsions, tremblements, des troubles sensitifs et des troubles psychiatriques. Mais ce qui est important, c'est les troubles du sommeil. Donc au début, le patient il va présenter une somnolence diurne et une insomnie nocturne. Donc il y aura une alternance, à le cycle entre le jour et la nuit. Somnolence diurne et insomnie nocturne. Plus tard, le patient il va rentrer dans un état d'hébétude permanent. OK? Le patient il devient sommeilleux, pénoch kamel, tout simplement. Donc la phase méningo-encéphalytique, elle est appelée aussi, tseboha aussi, c'est la phase de polarisation cérébrale. Donc là, le parasite, c'est beau au niveau du LCR. Alors le pronostic de la maladie, l'évolution, bien sûr son traitement, le pronostic il est fatal. Bien sûr, traiter le malade la première phase, on peut avoir 98% guérison complète. Traité à la deuxième phase, on aura une guérison mais avec des séquelles. Il y aura des séquelles neurologiques, par exemple tremblement, une paresthésie, par le patient, convulsion. Donc le pronostic, son traitement, il est fatal. Alors là, ce qu'il faut apprendre, c'est que Trypanosoma brucei rhodesiensis, sur le plan clinique, elle est plus aiguë, plus sévère. Elle donne des symptômes plus aigus et plus sévères que celle de Trypanosoma brucei gambiense. Pourquoi? Parce que Trypanosoma brucei gambiense, elle est adaptée à l'homme par rapport à la rhodesiense. La rhodesiense, elle est adaptée aux animaux. Donc c'est pour ça, chez l'homme, elle donne une clinique plus ou moins frappante. Et bien sûr, l'évolution des symptômes cliniques, c'est beaucoup plus rapide avec l'espèce qui est adaptée aux animaux. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? La clinique, les symptômes présentés par le malade au niveau de la peau, au niveau du système lymphatique, au niveau de la circulation sanguine et au niveau du système nerveux central. Alors, le diagnostic de laboratoire, on aura toujours des arguments d'orientation. Donc, on a les arguments d'orientation. Toujours, on a déjà parlé de ces arguments en général, l'introduction à la parasitologie. Donc, on a les arguments épidémiologiques et les arguments cliniques. Argument épidémiologique, c'est l'origine géographique de le malade, ou bien un patient qui a fait un séjour en Afrique, ou bien notion de pécure. Donc, le patient que j'ai fait un séjour en Afrique de l'Est et j'étais piqué. Cliniquement, peut-être un patient il va présenter un symptôme. Les trypanomes, les schneers, le chancre d'inoculation, ou bien trypanide, c'est la réaction, le prurite, une fièvre,
Bon, la fièvre n'est pas vraiment spécifique pour la trypanosomose. Un patient qui a fait un séjour qui présente des adénopathies, ou là, l'aspect d'un visage japonais, etc. Mais ce qui est important, c'est les troubles du sommeil. La clinique, c'est les troubles du sommeil. Les symptômes, aussi les arguments biologiques d'orientation, c'est le bilan sanguin. Alors, tout simplement, le médecin, il va mentionner un bilan, une FNS. C'est la formule de numération sanguine. Elle va montrer une anémie. Le taux d'hémoglobine, il est bas, avec une hyperleucocytose. Alors, le taux des leucocytes sera élevé au niveau d'une FNS. Si on fait un frottis de sang, on va trouver des cellules de Mott. Les cellules de Mott, c'est quoi? C'est des lymphocytes de type B. On les appelle des plasmocytes. Plasmocytes producteurs d'anticorps. Présence des cellules de Mott. Donc c'est fréquent, c'est pathognomonique dans la trypanosomose africaine. Alors vous voyez bien sur la photo à droite, c'est une cellule de Mott. C'est un plasmocyte qui est géant, producteur de... c'est un plasmocyte qui est géant, producteur d'anticorps. Alors aussi, on a le syndrome inflammatoire et le protidogramme. Protidogramme, c'est le dosage des protéines au niveau du sang. C'est la biochimie. Donc, on a le taux des protéines sera élevé avec une hypoalbuminémie et une hypergamma-globulinémie. Alors, les gamma-globulines, c'est les anticorps, principalement les IgM. Alors, le bilan biologique, je répète, alors, on a un patient, il a fait un séjour, il présente un tableau clinique plus ou moins typique. Tout simplement, nous allons lancer un bilan sanguin, une FNS qui montre une anémie, une hyperleucocytose, avec sur le frottis un nombre important des cellules de Mott. Les cellules de Mott, c'est des plasmocytes géants producteurs d'anticorps. Le patient présente une inflammation avec une CRP élevée, une VS qui est élevée. Donc la VS, donc, je ne sais pas ce que vous avez déjà fait. VS, c'est la vitesse de sédimentation, ok? Et la CRP, c'est une protéine qui sera plus ou moins élevée au cours des maladies infectieuses inflammatoires. Le protidogramme, c'est le dosage des protéines au niveau du sang. Les protéines seront élevées. Cette élévation des protéines, elle est due à une hypergamma-globulinémie. Le taux d'anticorps sera élevé au niveau du sang, principalement les IgM. IgM. Ok, est-ce que c'est clair? C'est des arguments d'orientation. حنا هذا ما دخلناش في الديagnostic. Est-ce que c'est clair? Alors, si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement poser. Alors, le diagnostic indirect, sérologique. Diagnostic indirect, sérologique. J'ai commencé par le indirect, ensuite le direct. Le indirect, c'est la recherche d'anticorps. C'est des techniques qui permettent de rechercher les anticorps. Alors, tout simplement, on a le test d'agglutination des trypanosomes sur carte. C'est un... Alors, le test d'agglutination des trypanosomes sur carte, tout simplement, c'est un test de dépistage. A un intérêt très important, beaucoup plus sur terrain. C'est une technique de dépistage. Le principe, mélanger le sang, une goutte de sang, avec une goutte de réactif. Le réactif, c'est quoi? C'est des trypanosomes, une suspension de trypanosomes. Réaction, elle est visible à l'œil nu. Si positif, il y aura une agglutination. Négatif, absence d'agglutination. C'est un test d'agglutination sur carte. C'est comme un groupage sanguin. C'est la même chose. La deuxième technique, immunofluorescence indirecte. OK? Donc, le principe de les techniques, donc vous allez les voir avec détail dans un cours à part. C'est l'immunologie parasitaire. Alors, immunofluorescence indirecte, elle utilise des trypanosomes vivants
plutôt pas vivants, mais c'est formolé, c'est des trypanosomes, et rechercher les anticorps par la suite, suite à une réaction antigène-anticorps. Et le résultat sera bien sûr interprété après visualisation des préparations antigènes-anticorps sur microscope à fluorescence. Donc, vous allez voir le principe de les techniques. HAI, c'est héma-agglutination indirecte. Héma-agglutination indirecte. Donc, tout simplement, c'est une réaction antigène-anticorps. L'antigène, il est fixé sur les hématies de mouton et la réaction, tout simplement, sera antigène-anticorps. Et donc, je vais détailler l'HAI dans le deuxième cours. Enzyme linked, alors ELISA. ELISA, c'est la quatrième technique sérologique qui va être toujours détaillée dans le cours immunologie parasitaire. L'objectif de ces techniques, c'est rechercher les anticorps spécifiques anti-Trypanosoma brucei. Ok, c'est le diagnostic indirect sérologique. Le diagnostic direct de certitude, c'est la recherche directe du parasite. C'est la mise en évidence des trypanosomes au niveau du sang, des ganglions, le LCR. Alors, les techniques, on peut rechercher le parasite soit à l'état frais, après coloration, après concentration, il y a des techniques de concentration, après culture, après inoculation à l'animal ou bien la biologie moléculaire. Mais le prélèvement sera soit le sang, soit une ponction ganglionnaire, soit le liquide céphalo-rachidien. Donc, un athlète, ça, c'est les prélèvements. Bon, généralement, c'est ça. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, très bien. Alors, le diagnostic direct de certitude. Au niveau du sang, c'est simple, l'état frais, prendre une goutte de sang avec une goutte d'eau physiologique et mélanger sur une lame, rajouter une lamelle et visualiser la préparation au microscope optique. Donc, grossissement C40. On va rechercher les trypanosomes qui seront mobiles. Donc, l'état frais, l'avantage, c'est voir les trypanosomes mobiles. OK? Alors, vous voyez bien sur la photo, c'est pas vraiment clair, mais à côté de la flèche, il y a le trypanosome qui est flexueux entre les hématies. Il existe en extracellulaire. C'est les trypomastigotes de Trypanosoma brucei. Donc, c'est l'état frais. Aussi, on a des colorations. Coloration, le colorant est appelé le Giemsa. C'est un colorant universel utilisé en hémobiologie, en anapathie et en parasitologie. Alors, on peut utiliser le frottis sanguin mince, vous voyez bien à droite, frottis sanguin mince, ou bien la goutte épaisse. Frottis sanguin mince, ou bien goutte épaisse. Donc, l'intérêt de la coloration, c'est le Giemsa, il va colorer le parasite, va colorer le kinetoplaste, le noyau, et vous allez visualiser la morphologie totale de le parasite. تشوفوه كامل. Alors, vous voyez bien sur la photo une membrane qui est ondulante. Membrane ondulante et l'aspect fluctueux du parasite. Le parasite, il est plié, il est bien plié. Après concentration. Alors, des fois, le prélèvement sera, la charge parasitaire sera faible. Donc, les parasites, le nombre des parasites sera, si vous voulez, faible au niveau d'un prélèvement de sang. C'est l'intérêt de rajouter des techniques de concentration. Bon, allez, il y a plusieurs techniques de concentration. Il y a la triple centrifugation. C'est quoi? C'est centrifuger 3 fois le prélèvement. 3 centrifugations successives. Et par la suite, nous allons examiner le culot. Donc, il y a un surnageant et le culot. Examiner le culot au microscope optique. On va prendre une goutte dans le culot, une partie, dans l'eau physiologique, visualisée entre l'âme et lamelle. Deuxième technique, aussi
C'est la filtration sur colonne échangeuse d'ion. C'est le DEAE cellulose. C'est quoi? Filtration sur colonne échangeuse d'ion. C'est le principe de la chromatographie. Donc, on a une résine appelée DEAE cellulose. C'est dééthylaminoéthyle cellulose. C'est une résine échangeuse d'anions. Elle va échanger les anions. Donc, on a le prélèvement sanguin. Nous allons déposer le prélèvement en haut de la colonne. Les trypanosomes sont chargés positivement. Les éléments sanguins, les cellules sanguines sont chargées négativement. Cette résine, elle va retenir les cellules sanguines et elle va laisser passer les trypanosomes qui sont chargés positivement. Centrifuger, nous allons par la suite centrifuger le liquide recueilli en bas de la colonne, c'est l'UA, et examiner le culot au microscope optique. Alors, est-ce que c'est clair? Beaucoup plus la deuxième technique. La première, c'est facile. C'est centrifuger 3 fois le prélèvement pour concentrer le parasite au niveau d'un culot, le culot parasitaire, le culot du prélèvement plutôt. La deuxième technique, est-ce que c'est clair? La filtration sur colonne échangeuse d'ion. Alors, j'attends toujours des messages. Est-ce que c'est clair? Filtration sur colonne échangeuse d'ion. Oui, oui, non. Alors, je répète, c'est le principe de l'HPLC, la chimie analytique. Alors, on a des colonnes échangeuses d'anions. On a une résine. La résine, elle est appelée dééthylaminoéthyle cellulose. C'est une résine qui va échanger les anions. Les anions, bon, échangeuses d'anions. Donc, les trypanosomes sont chargés positivement. Les cellules sanguines sont chargées négativement. Cette résine, elle va prendre les cellules sanguines. Elle va absorber les cellules sanguines. Et là, elle va laisser les trypanosomes descendre dans le bas de la colonne. On aura un liquide, c'est l'ELUA. En bas de la colonne, on aura l'ELUA. Par la suite, nous allons centrifuger le prélèvement. Donc, les cellules sanguines, ils vont rester sur la colonne. Les trypanosomes, ils vont تحت. Nous allons centrifuger le liquide qui est recueilli en bas de la colonne et examiner le culot. Le culot au microscope optique. Soit à l'état frais, soit on peut faire une coloration. C'est le game, ça. Toujours des techniques de concentration. On a la centrifugation en tube capillaire épariné. Donc, on a un tube capillaire, des tubes d'un diamètre qui est faible. C'est des tubes qui sont éparinés. L'héparine, c'est un anticoagulant. Alors, c'est une technique qui est très utilisée sur le terrain. Bien sûr, elle est basée sur la séparation des éléments du sang en fonction de leur densité spécifique, en fonction du poids. C'est simple. C'est-à-dire la technique, on a besoin d'un prélèvement. Le prélèvement de sang, mais sur tube capillaire. Vous voyez bien sur la photo en haut, un tube qui est capillaire d'un diamètre qui est faible. Il est épariné. Dans le tube, il y a un anticoagulant pour éviter la coagulation du sang. Alors, centrifuger dans une centrifugeuse à hématocrite, donc HAD, vous voyez bien sur la photo, déposer les tubes capillaires, 3000 tours par minute pendant 10 minutes. Et nous allons examiner le tube capillaire, une chauffe-eau au microscope optique. Alors, fixez le tube sur une lame, un scotch ou là, et examiner le grossissement 10 et 40. Résultat, on aura 3 phases. Le plasma, en jaune, c'est le plasma, en rouge, c'est les globules rouges, les érythrocytes, le blanc, c'est les leucocytes, les plaquettes. Donc, on aura 3 phases. Le jaune, c'est le plasma. Le blanc, c'est le leucocyte et plaquettes. Le rouge, c'est les globules rouges. OK? Alors, nous allons rechercher les trypanosomes au niveau de la phase leucocyte-plaquette, au niveau de la phase intermédiaire. OK? Est-ce que c'est clair?
Est-ce que c'est clair? Alors, j'attends toujours vos réponses. C'est pas clair. Je répète, nous avons un tube capillaire. Un tube capillaire de diamètre fin. Alors, vous voyez bien sur la photo. Essayez de voir, s'il vous plaît, les photos. Très utilisée sur le terrain, c'est une technique très facile. C'est prélever le patient dans un tube capillaire. Un tube capillaire, le diamètre tau, il est fin. Sur le tube, on trouve un anticoagulant, c'est l'héparine, pour éviter la coagulation du sang. Alors, nous allons centrifuger. Deuxième photo, elle est la centrifugeuse à hématocrite. Nous mettons les tubes, nous allons déposer les tubes horizontalement sur la centrifugeuse, fermer les tubes maintenant, les deux côtés, et centrifuger à 3000 tours par minute. Ensuite, nous allons fixer le tube sur une lame par un scotch et examiner les trois phases. La centrifugation, nous allons avoir trois phases. La phase jaune, c'est le plasma. La phase blanche, c'est les leucocytes et plaquettes. Le rouge, c'est les érythrocytes, les globules rouges. Alors, nous allons visualiser le microscope, la partie blanche. Essayez de voir le tube à gauche, la partie blanche entre le jaune et le rouge. Nous allons trouver les trypanosomes, la partie. OK? Est-ce que c'est clair? Alors, c'est la centrifugation en tube capillaire hépariné. Est-ce que c'est clair? Très bien. Toujours le diagnostic. Donc, on a le sang, ensuite les ganglions. Le diagnostic au niveau d'un ganglion, il est simple. Tout simplement prélever, ponctionner le ganglion, récupérer le suc ganglionnaire, un liquide. Le suc ganglionnaire, un liquide. Tout simplement faire un état frais ou bien colorer les frottis. Alors, diagnostic d'une adénopathie, c'est facile. Ponctionner le ganglion, récupérer le suc ganglionnaire, un prélèvement plus ou moins liquide, et examiner à l'état frais ou après coloration. Troisième prélèvement, il est important, c'est le LCR. Vous voyez bien sur la photo, prélèvement d'un LCR qui se fait par ponction lombaire. C'est une ponction qui est plus ou moins archaïque. Elle se fait beaucoup plus sur terrain. Bon, la ponction lombaire, elle est obligatoire. La trypanosomose africaine, elle permet d'établir le diagnostic de phase. Elle permet de voir est-ce que le patient a la phase l'oula ou la phase zalja. Donc, la ponction lombaire est obligatoire. Elle permet d'établir le diagnostic de phase. Si on trouve le parasite, LCR, on sait que, alors là, le patient aura la deuxième phase. Si on ne trouve pas de parasite, le patient peut-être, il est la fin de la première phase. Parce que même le traitement, il diffère entre la première et la deuxième phase. C'est l'intérêt de faire une ponction lombaire. Donc, un LCR, tout simplement, nous allons faire une étude cytologique, étude biochimique, c'est le laboratoire de biochimie, le dosage des protéines et des gamma-globulines. Alors, les protéines seront élevées au niveau du SR. Étude cytologique, c'est on va rechercher des cellules. La même chose, on a présence des cellules de Mott. On trouve des cellules de Mott. C'est des plasmocytes. C'est des plasmocytes producteurs, plasmocytes géants. L'étude parasitologique, c'est rechercher le parasite au niveau du LCR. C'est la même chose que le prélèvement sanguin. État frais, coloration, centrifugation. État frais, on visualise les trypanosomes qui seront mobiles. Coloration, deux points, le colorant, c'est le GIEMSA, c'est facile. La centrifugation, alors la centrifugation, non, la technique la plus importante, c'est la triple centrifugation. La triple centrifugation. Alors aussi, on a la culture sur milieu
N, c'est 3 N, c'est Novi, Mac, Niel et Nicole. هذا le milieu de culture, nous allons le détailler, le cours, تاع الإشمانيوس, تعرضوا إن شاء الله. Inoculation à l'animal, nous allons inoculer, alors je ne vais pas détailler les techniques. Bon, il y a des techniques qui seront détaillées par la suite, et il y a des techniques, on n'a pas besoin de les détailler. L'inoculation à l'animal, c'est simple, c'est injecter le SCR chez un animal, souris ou l'hamster, et rechercher le parasite au niveau du sang. C'est une technique qui est sensible. Alors la biologie moléculaire, c'est la PCR, c'est rechercher l'ADN parasitaire. Bien sûr, on a déjà dit ça, quand on trouve un trypanosome au niveau d'un SCR, ça confirme le passage en seconde phase. On est sûr que le patient, il est à la deuxième phase. Est-ce que c'est clair? Alors, est-ce que c'est clair? Diagnostic parasitologique au niveau du sang, au niveau des ganglions, au niveau du SR. Alors, au niveau du sang, on a l'état frais, on a des colorations, on a la centrifugation. On peut faire aussi la culture, l'inoculation à l'animal ou bien la biologie moléculaire. Donc, le diagnostic direct en parasitologie, c'est la recherche, soit du parasite, soit de l'ADN parasitaire. OK? Hada, c'est la recherche au niveau du sang. Au niveau des ganglions, c'est facile. C'est le suc ganglionnaire. Ponctionner le ganglion, récupérer le liquide, faire des frottis et faire un état frais. Troisième prélèvement, c'est le LCR. Le LCR, il est important. C'est obligatoire dans la maladie du sommeil parce que le parasite, il passe au niveau du système nerveux central dans le LCR. Alors le LCR, il est prélevé par ponction lombaire. Il y a l'étude cytologique. C'est quoi? C'est rechercher les leucocytes. Les leucocytes, vous savez que les leucocytes font les lymphocytes. Les lymphocytes, on trouve les plasmocytes. Le plasmocyte, c'est un lymphocyte de type B, appelé la cellule de Mott. Vous voyez bien la photo de ça, c'est la cellule de Mott. C'est la maladie de sommeil. C'est un élément biologique pathognomonique. Il est important dans la maladie du sommeil. On pense à la trypanosomose. Bien sûr, avec les arguments épidémiologiques et cliniques. Aussi, l'étude biochimique, elle permet d'orienter le diagnostic parasitologique. C'est le dosage des protéines au niveau du SR. Un taux élevé des protéines au niveau d'un SR est principalement dû à un taux élevé des gamma-globulines, des anticorps, de type IgM. Vous voyez bien. L'étude parasitologique, c'est le diagnostic direct. C'est rechercher le parasite, soit à l'état frais, une goutte dans le LCR entre l'âme et lamelle, et voir. Après coloration, on peut faire aussi la coloration par le GMSA. Après centrifugation, donc on a le LCR, nous allons faire 3 centrifugations et récupérer le culot, examiner le culot entre l'âme et lamelle. On a aussi d'autres techniques qui ne sont pas vraiment trop réalisées. On a la culture sur milieu NNN ou l'inoculation à l'animal. Mais la technique la plus importante, non, mais elle n'est pas d'utilisation courante, elle est chère, c'est la biologie moléculaire, c'est la PCR. C'est rechercher l'ADN parasitaire. Normalement, c'est clair. Le traitement, alors le traitement, la première phase, le traitement diffère selon la phase et les espèces. La première phase, là, vous allez apprendre juste les décis. La posologie ou hadi, non. Alors, la première phase, la pentamidine sur amine. Deuxième phase, le mélarsoprol ou bien difluorométhyl ornithine. Alors, la deuxième phase, on utilise logiquement des médicaments qui peuvent diffuser au niveau, qui peuvent dépasser la barrière méningée. C'est l'arsobal. Alors, mais l'arsoprol, c'est l'arsobal. Bon, mais maintenant,
pentamidine n'existe pas, suramine n'existe pas. C'est des traitements beaucoup plus utilisés dans la trypanosomose. C'est des antitrypanosides. Pour la prophylaxie, les mesures prophylaxiques, il n'y a pas de vaccin. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de vaccin. Bien sûr, pour protéger ou bien pour diminuer la fréquence de cette parasitose, des cas, bien sûr la fréquence des cas positifs, il faut lutter contre la piqûre de glossine. Bien sûr, utiliser les moustiquaires ou bien les insecticides, beaucoup plus en zone d'endémie. Il y a aussi l'utilisation des pièges, des écrans de couleur bien choisis, généralement le bleu. Le bleu foncé, il attire les insectes, les glossines. Alors, les pièges فيهم الداخل un insecticide. C'est un tissu, tout simplement, imprégné d'insecticide de couleur bleue. Il va attirer les glossines et par la suite, il va les attaquer. Alors, protection des individus sains, aussi c'est important. Il faut faire un dépistage et traitement des sujets atteints. Beaucoup plus, c'est une mesure réalisée sur terrain. En Afrique, il y a des dépistages de masse. Vous voyez bien sur la photo. Dépistage de masse, des patients qui sont atteints. Aussi, la prophylaxie individuelle pour les gens qui vivent soit au niveau de la zone d'endémie ou là, les voyageurs. De préférence, il faut porter des vêtements clairs. Éviter le bleu. Le bleu foncé, il attire les insectes. Ou là, le noir. Alors, porter des vêtements clairs pour éloigner les glossines. Bon, c'est quelques mesures prophylactiques. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Des questions. Non, c'était tellement clair. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Et est-ce que c'est clair? Alors, vous avez le polycope. Des fois, vous allez trouver des trucs en détail. Alors, il faut pas trop apprendre de détails, il faut juste apprendre les mots clés. Les mots clés. هذا المكان. Alors, je viens de recevoir le message, le docteur Clouche. Le cours commencera à 15h30. Alors, Mazel Baqi, la deuxième partie de le cours. Ça sera rapide, 30 minutes maximum. OK? Donc, on a la forme Lula, trypanosomose africaine. Et maintenant, nous allons commencer la trypanosomose américaine. À la fin, essayez de faire un tableau pour faire la différence entre les deux. Le cours de biochimie sera retardé jusqu'à 15h30. OK. Alors, la deuxième trypanosomose humaine américaine, c'est la maladie de Chagas. L'oula, elle est appelée maladie du sommeil. Hadi, c'est la maladie de Chagas. Alors, la différence, là, c'est une zoonose. C'est beaucoup plus une zoonose. C'est une zoonose vectorielle. C'est une protozoose. Zoonose, on a déjà dit, c'est une maladie qui est commune entre les animaux et l'homme. Alors, la répartition géographique, la zone, c'est l'Amérique latine. Point. C'est tout. Alors, l'agent pathogène est un protozoaire flagellé, sanguicole et tissulaire. Alors, quand on dit un protozoaire sanguicole et tissulaire, il peut être présent au niveau du sang et même au niveau des tissus. L'agent pathogène, c'est Trypanosoma cruzi. Il a été découvert par Carlos Chagas. C'est la maladie de Chagas. L'embranchement des protozoaires, toujours la classe des flagellés, sanguicoles et tissulaires, c'est la même famille, Trypanosomatidae. L'agent pathogène, c'est Trypanosoma cruzi. Chez Trypanosoma brucei, c'est cruzi. Donc il y a deux espèces, il faut différencier entre les deux. Alors la morphologie, donc toujours la même chose. Chez l'homme ou bien les animaux, on les appelle les hôtes vertébrés. On a deux formes. On a la forme extracellulaire, trypomastygote longue et courte, et la forme intracellulaire. C'est la forme A
mastigote. Donc, on a deux formes morphologiques. La forme américaine, chez l'homme. On a la forme extracellulaire et la forme intracellulaire. Chez le vecteur et en milieu de culture, la forme qui nous intéresse, c'est la forme infestante. C'est la même chose. C'est tripomastigote, métacyclique, infestante. Alors, on a la différence pour comparer entre les deux. La forme africaine, chez l'homme, on trouve juste des formes extracellulaires. La forme tripomastigote, qui sont longues et courtes. Longues, retrouvées au cours de la phase aiguë. La tripomastigote courte, retrouvée au cours de la phase chronique, phase de rémission. La forme américaine, عندنا la forme tripomastigote longue et courte. ونزيدو معها une forme amastigote. La forme amastigote, elle est intracellulaire. ما كايناش la forme africaine. هذه est la différence. Alors, les deux formes, bon, permet de poser le diagnostic, c'est logique, mais beaucoup plus la forme tripomastigote. Alors, la différence morphologique entre les deux formes. On a la tripomastigote longue et la forme amastigote. Tripomastigote longue, la taille, c'est de 15 à 40 micromètres. Sa forme, elle est fusiforme allongée. Le noyau, il est central. Vous voyez bien le noyau. Le noyau, il est au centre. Le noyau, il est au centre. Le kinetoplaste, il est gros et postérieur. La différence, la forme africaine, le kinetoplaste, il était petit. Kinetoplaste, il était petit. Non, il est gros. La membrane ondulante, la membrane ondulante, elle n'est pas vraiment claire. C'est le critère morphologique. Elle est longue et peu plissée. La forme africaine, elle est bien pliée. On dit que la forme africaine, elle est fluxueuse. La forme américaine, elle est moins fluxueuse. Alors, c'est beau, je fais les ondulations de la membrane ondulante. C'est bon, mais benouche. Le flagelle, il est toujours libre à la partie, à l'extrémité antérieure. Alors, la forme tripomastigote longue, c'est une forme extracellulaire mobile. La forme amastigote, qui est une forme intracellulaire et mobile, sa taille, elle est de 3 à 4 micromètres. La forme, c'est généralement arrondi ovalaire. Le noyau, vous voyez bien le noyau, il est central. Kinetoplaste, il est petit. هذا هو le kinetoplaste. Alors, kinetoplaste veut dire quoi? C'est de l'ADN extranucléaire. Kinetoplaste, ADN, c'est de l'ADN extranucléaire. C'est bon, ok? Est-ce que c'est clair? Au niveau de la partie morphologie. Est-ce que c'est clair? Oui, 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 oui. Très bien. Alors, je passe la morphologie. Hadou les diapos. Alors, tripomastigote de Trypanosoma cruzi. Alors, vous voyez bien la photo à gauche, les deux photos à gauche. Donc, avec le point hada noir, c'est le kinetoplaste. Et ça, hada le point à la partie postérieure, c'est le kinetoplaste. La photo à gauche, en bas à gauche. Alors, le tripomastigote, il prend généralement soit la forme S, c'est bon, soit S, soit C. Les tripomastigotes de Trypanosoma cruzi, ils prennent soit la forme S ou bien la forme C. Les formes amastigotes de Trypanosoma cruzi, c'est des formes, on a dit, intracellulaires et mobiles. C'est bon, mais dans les cellules. Les autres, c'est à l'extérieur des cellules. Alors, la photo, les formes amastigotes à l'intérieur des cellules, ou bien là, c'est des cellules myocardiques. La photo à droite en bas, c'est des cellules myocardiques. À l'intérieur, on trouve des formes, c'est pas vraiment clair. La coloration n'a pas vraiment bien coloré les formes,
Mais هذوما les formes amastygotes de Trypanosoma cruzi, c'est la forme américaine. Vecteur. Le vecteur, la forme africaine, glossine. Maintenant, on les appelle les réduves. Les réduves. Alors, c'est hématophage, la même chose. Ils ont besoin du sang pour la croissance. Leur piqûre, elle est diurne. La piqûre, la journée, elle se fait la journée, sabah, la matinée. Plutôt les réduves, il y a 3 espèces. Vous n'allez pas prendre les 3. Bon, le Triatoma infestans, c'est le chef de file. Adouma les réduves, les vecteurs de Trypanosoma cruzi. Et le chef de file, c'est Triatoma infestans. Le réservoir, il est vaste. Le réservoir, il est vaste. Il est représenté principalement par les animaux. Principalement les animaux. Donc, on a les animaux domestiques. Vous voyez bien les photos. Chiens, chats, les bovins, les équidés, les chevaux, etc. Et les animaux sauvages. Les opossums, les tatous, etc. Les chauves-souris. Donc, le réservoir, il est vraiment vaste pour la trypanosomose américaine. Les gîtes du vecteur. Bon, quand on dit gîte, c'est le milieu. L'habitation, tu as le vecteur. Enfin, c'est beau le vecteur. Alors, il aime les habitations humaines anciennes, précaires, très fréquentes en Amérique latine. Hadou, c'est des maisons anciennes, avec des toits. Les toits, vous voyez bien, des feuilles de palmier, le mur, c'est des bois, l'argile. Donc, il y a des fissures. Alors, le vecteur, il aime les fissures de murs. Il aime les fissures de murs. Il aime aussi l'ambre. Il aime aussi les fontes de bois. Donc, c'est bois, il trouve les fissures, les fontes de bois, etc. Donc, il aime les habitations humaines anciennes. Aussi, les terriers des animaux sauvages, ou bien les logements des animaux domestiques, les écuries. Alors, les habitations à le vecteur, c'est des habitations un peu sombres, éloignées du soleil, si vous voulez. Le mode de contamination, la transmission par voie vectorielle. La principale voie, c'est la voie vectorielle, c'est le vecteur. Alors, la forme africaine, il y avait une particularité, le parasite, il descend, il va être inoculé lors du repas sanguin avec la salive. Là, la différence, c'est que le parasite va être éliminé dans les déjections des réduves. Pas au niveau des glandes salivaires, mais au niveau des déjections. Donc, une réduve qui est infestée, elle va piquer l'homme, elle va sucer le sang, elle va prendre le sang. En même temps, elle va évacuer les déjections parasitées par Trypanosoma trypomastigote, Trypanosoma cruzi. Donc, la différence, d'où les points, c'est important pour faire la différence. Donc, la forme africaine, le parasite descend avec la salive. La forme américaine, le parasite va être évacué dans les déjections. Donc, la déjection, ou bien une déjection des réduves va provoquer des démangeaisons, un prurite. Donc, le patient est tout simplement, il va forcer la pénétration du parasite. Donc, la pénétration, elle se fait soit au niveau d'une peau qui est lésée, c'est le point de piqûre, soit après lésion de grattage. Après un grattage, le grattage, il va forcer le parasite à pénétrer. Bien sûr, la pénétration sera beaucoup plus facile sur une muqueuse qui est saine. Par exemple, la muqueuse conjonctivale. Si la déjection se fait au niveau des yeux, tout simplement au niveau de la muqueuse conjonctivale. Le deuxième mode très important, après la voie vectorielle, la différence avec la forme africaine, c'est la transfusion sanguine. Alors, ce parasite, il peut être transmis par transfusion sanguine. Bon, la transplantation d'organes, c'est possible. Les accidents de labo, la voie transplacentaire aussi, c'est possible. La voie orale, elle est vraiment rare. Mais les deux voies les plus importantes, on a la voie vectorielle et la transfusion sanguine.
OK. Alors, est-ce que c'est clair? Agents pathogènes, épidémiologie, la morphologie. Il y a la forme extracellulaire, la forme intracellulaire et la forme infestante. Bon, il y a aussi le mode de contamination. Le vecteur, c'est clair. Le réservoir, c'est les animaux sauvages domestiques. Le mode de contamination, il y a deux modes. La voie vectorielle et la transfusion sanguine. Oui, l'homme peut contaminer un autre homme. C'est possible, mais c'est rare, hein. C'est rare. Ce qui est important, on dit que c'est les animaux. C'est les animaux. Mais l'homme, il peut jouer un rôle d'un réservoir. L'homme, il peut contaminer un autre homme par transfusion sanguine. C'est les donneurs de sang. Un donneur de sang, donc tout simplement, il a le parasite au niveau du sang. Quand il va faire un don de sang, il peut contaminer le receveur. C'est simple, oui. Le cycle évolutif. Le parasite, toujours, le cycle, il est d'Ixen. Il se fait entre les réduves et l'homme. Alors, rapidement, le cycle, c'est la même chose que la forme africaine, mais les phases, c'est pas les mêmes phases. Donc, on a une réduve qui est infestée, elle va faire son repas sanguin, elle va évacuer les déjections au niveau d'une peau qui est soit lésée, soit au niveau de la muqueuse conjonctivale. Alors, on aura pénétration suite à un grattage, dépôt de la forme infestante, soit au niveau de la peau, soit au niveau des muqueuses, avec les déjections. Il y aura un prurite et une réaction inflammatoire locale, soit au niveau de la peau, soit au niveau des muqueuses, la conjonctive. Le parasite, il va se transformer. Tripomastigote métacyclique infestante, il va se transformer en forme amastigote de multiplication intracellulaire. Donc la multiplication elle se fait au niveau du système, au niveau des histiocytes. Par la suite, les formes amastigotes, ils vont se transformer en forme tripomastigote, longues, qui vont passer au niveau de la circulation générale. Alors la forme tripomastigote, on a dit qu'il y a deux formes, qu'il y a une longue et courte. La forme longue, c'est la phase aiguë de la maladie. La forme courte, c'est les phases chroniques. La forme tripomastigote, par la suite, elle peut donner de nouveaux formes amastigotes. Donc la forme tripomastigote, elle est extracellulaire. Forme amastigote, elle est intracellulaire. Par la suite, le parasite, il peut être disséminé après plusieurs années dans tout l'organisme, y compris donc le cœur, le foie, le système nerveux central, l'intestin, la vessie, etc. Alors, le reste, le cycle, il n'est pas important chez les réduves. Mais ce qui est important, il faut savoir que la forme infestante, elle se retrouve au niveau des déjections du vecteur. Mais c'est au niveau des glandes salivaires. C'est au niveau du rectum, les déjections du vecteur, des réduves. Alors, est-ce que le cycle, il est clair? Est-ce qu'il est clair? Essayez de voir les deux cycles, comparer les deux cycles. La forme africaine avec la forme américaine. Normalement, il est clair. Alors, la répartition géographique, c'est l'Amérique latine. C'est tout. La clinique, après contamination. Donc, on a une phase d'incubation, phase aiguë, phase chronique. On a deux phases qui surviennent après une phase d'incubation. La phase d'incubation, elle est silencieuse. Elle va durer généralement 20 jours. C'est 3 semaines. La phase aiguë, elle est asymptomatique. Généralement asymptomatique, pas de symptômes. Généralement, chez un sujet qui est neuf, immunologiquement, un sujet neuf, c'est un sujet qui est immunologiquement naïf. Par exemple, les enfants, les petits-enfants de 2 ans. Ils vont présenter des signes cliniques, des signes locaux, des signes de pénétration de la forme parasitaire. Soit au niveau de la peau, on va avoir le chagam. Le chagam, c'est le signe
de pénétration des tripomastigotes. Alors, la forme africaine, je fais trypanom. Là, le chagam. Signe de Romana. C'est quoi signe de Romana? C'est un œdème bipalpébral au niveau des deux paupières et unilatéral. Vous voyez bien sur la photo. Signe de Romana, c'est pathognomonique. C'est un œdème des deux paupières. Il est unilatéral. Alors là, c'est le point de pénétration, tu as le parasite. Il est là. Généralement, c'est les enfants qui vont présenter ces symptômes locaux, ces signes locaux. Donc, on a aussi des signes généraux, des signes systémiques, c'est pas vraiment spécifique. Bon, le pronostic, 95% des cas, ils vont développer une réponse immunitaire qui va bien maîtriser l'infection. Bon, il y aura une guérison clinique en 2 mois. Bon, je parle de la phase aiguë. La deuxième phase, avant la deuxième phase, la phase chronique, il y a une phase très importante. C'est la phase silencieuse. C'est une phase indéterminée. Elle va durer 10, 20 ans jusqu'à 30 ans. Donc, le sujet va rester porteur du parasite et absence des signes cliniques. Donc, le sujet va présenter il ne va pas présenter de symptômes cliniques, mais au niveau du sang, il va, si vous voulez, il va loger les parasites, les tripomastigotes. La durée de cette phase, c'est entre 10, 20 à 30 ans. La phase silencieuse, on a la phase chronique. La phase chronique, c'est des complications. C'est des complications tardives suite à la présence de la forme parasitaire, un mastigote, principalement la forme un mastigote, en intracellulaire, soit au niveau des cellules myocardiques, ça va donner une cardiopathie chagastique chronique, ou bien une forme digestive. C'est le syndrome des méga-organes, gonflement des organes, le côlon, l'œsophage, etc. Là-dessus, c'est des complications. Alors, je répète rapidement la clinique. Donc, on a une phase d'incubation, elle est silencieuse, c'est 20 jours. On a une phase aiguë, la phase aiguë asymptomatique. Les sujets qui vont présenter les symptômes, c'est des sujets immunologiquement naïfs, soit les voyageurs, soit les enfants, les petits-enfants. Les deux symptômes les plus, si vous voulez, spécifiques, pathognomoniques, signes locaux, c'est le chagom. Le chagom, c'est une lésion inflammatoire. C'est une réponse inflammatoire suite à la pénétration. Signe de Romana, c'est un œdème des paupières quand le parasite pénètre au niveau de la conjonctive. Bon, 95% des cas, on a dit que la guérison en 2 mois. Deuxième phase, c'est la phase qui vient entre la phase aiguë et la phase chronique, c'est la phase silencieuse. C'est-à-dire la phase silencieuse, c'est une véritable bombe à retardement. Donc le patient, le sujet, il va rester porteur du parasite, 10, 20 jusqu'à 30 ans, cliniquement asymptomatique. Mais au niveau du sang, on trouve des parasites. Deuxième, ou plutôt la deuxième phase, c'est la phase chronique. Elle est due à la présence des formes parasitaires en intracellulaire. C'est la forme amastigote à l'intérieur des cellules, soit au niveau cardiaque, soit au niveau du côlon, l'œsophage, la vessie, ou bien rarement le système nerveux central. On appelle ça les syndromes des méga-organes. Méga-organes, le côlon, il va augmenter de volume, l'œsophage aussi, etc. Donc, il y a la clinique. Est-ce que c'est clair? Alors, j'aimerais bien voir vos réponses. Est-ce que c'est clair? Oui, très bien. Alors, le diagnostic, il y a des arguments d'orientation, la même chose. L'origine, séjour, notion de piqûre. C'est clair. Argument épidémiologique. Argument clinique. Les symptômes présentés par le patient. Le tableau clinique, c'est le patient. Chagam, signe de Romana, autres symptômes, etc. Le biologique, c'est le bilan sanguin. La différence, le bilan sanguin, c'est le même. Mais dans la différence, il n'y a pas de cellules de Mott. On ne trouve pas les plasmocytes. Les cellules de Mott, ma FNS. Bon, FNS, on ne trouve pas vraiment une anémie. Qu'il y a une lymphocytose. Les lymphocytes, c'est bon, élevé.
syndrome inflammatoire et le taux des protéines, il est élevé. Alors, le diagnostic on a la sérologie, rechercher les anticorps par des techniques. Alors, l'HAI, l'effet l'ELISA. HAI, hémagglutination indirecte, effet immunofluorescence indirecte, ELISA, c'est une technique immuno-enzymatique. Alors, j'aimerais bien laisser le principe les techniques, le cours تاعهم. Parce que le cours, il est mazal baqi fih. Alors, la sérologie, alors là, le point, il est important. L'intérêt de la sérologie, c'est au cours de la phase chronique. Au cours de la phase silencieuse, la phase chronique. Est-ce que ce parasite est hématophage? Non. On dit, là, le parasite, il n'est pas hématophage. Le vecteur, il est hématophage. Le vecteur, c'est la glossine ou les réduits. Ils ont besoin du sang. Le parasite, mais comme l'entaméba histolytica, il n'est pas hématophage. Il est présent au niveau du sang, au niveau des tissus, mais il n'est pas hématophage. Il n'a pas besoin de l'hémoglobine pour la croissance. Alors, le diagnostic. S'il vous plaît, un point important. ANA 3, on peut dire deux phases séparées par une phase silencieuse. Phase aiguë, phase silencieuse, la phase chronique. Au cours de la phase aiguë, la première phase, ANA, on trouve des trypomastigotes longues. C'est des formes présentes au cours de la phase aiguë. Alors, le taux des anticorps, toujours au cours de la phase aiguë, il est faible. La parasitémie, elle est élevée. Quand on dit parasitémie, c'est la concentration des parasites au niveau du sang. Donc, la phase aiguë, on trouve un nombre élevé de parasites au niveau du sang et le taux d'anticorps, il est faible. Alors, le diagnostic, là, il est direct. C'est la recherche directe du parasite. OK? Au cours de la phase aiguë, c'est la recherche directe du parasite qui est importante à l'âge parce que la charge parasitaire sera élevée dans la première phase. Les deux phases, la phase silencieuse ou la phase chronique, la charge parasitaire sera faible, mais le taux d'anticorps sera élevé. Alors là, c'est l'intérêt de faire une sérologie à la recherche d'anticorps. OK? Est-ce que c'est clair? Au cours de la phase aiguë, le parasite, la charge parasitaire élevée, parasitémie élevée, faire un diagnostic direct. On recherche soit le parasite, soit l'ADN parasitaire. Au cours de la phase chronique, les anticorps seront importants, le taux d'anticorps, parasitémie sera faible. C'est l'intérêt de faire la sérologie. C'est bon, c'est clair normalement. Alors, rechercher le parasite. Oui. Alors, mise en évidence, la recherche directe du parasite, c'est la mise en évidence des trypanosomes au niveau, soit le sang, soit le liquide prélevé au niveau de l'œil, soit le SCR. Le SCR, là, il est... Alors, le LCR, il n'est pas vraiment important. Le LCR n'est pas vraiment parce que l'atteinte cérébrale, la forme américaine, elle est rare. Mais j'insiste beaucoup plus sur le sang. Le sang et le liquide prélevé au niveau de l'œil en cas de signe de Romana. Alors le sang, c'est simple, un prélèvement sanguin, faire un état frais, rechercher le parasite à l'état frais, c'est comme la forme africaine. Après coloration, le colorant utilisé, c'est le Giemsa. On va colorer un frottis sanguin ou bien une goutte épaisse ou bien des techniques de concentration. Alors, on a les mêmes techniques de concentration. Les شفناهم la forme africaine. Les mêmes techniques. Aussi, on a l'hémoculture sur milieu NNN ou bien la biologie moléculaire, c'est la PCR. C'est la recherche de l'ADN parasitaire. Alors, le sang, il est clair. Normalement, il est clair. Alors, on a aussi le xénodiagnostic de Brompt. Alors, on a le xénodiagnostic. C'est un diagnostic qui est limité
à ce parasite. Un diagnostic qui est indiqué uniquement dans cette parasitose. OK? Le xénodiagnostic, le mot xéno veut dire c'est insolite, c'est étrange. Alors, c'est un diagnostic qui est vraiment indiqué uniquement pour cette parasitose. Alors, le principe, c'est une méthode de culture in vivo. C'est quoi? C'est une technique de laboratoire qui consiste à faire piquer le sujet, le malade. Donc, on a le malade, on a fait un état frais, on n'a pas trouvé, on a fait le frottis sanguin, la goutte épaisse, il n'y a pas de parasite. Alors là, on va passer au xénodiagnostic. Xénodiagnostic, technique de laboratoire, consiste à faire piquer le malade par des réduves. Donc, حنا في اللابو يكون عندنا bon ماشي حنا c'est هما l'Amérique latine et des réduves saines entretenues, élevées au laboratoire. Puis, nous allons rechercher 30 à 60 jours, un mois, 2 mois après, nous allons rechercher les trypomastigotes infestantes dans leur déjection. Est-ce que c'est clair? Xénodiagnostic, technique de laboratoire. Donc, vous avez un malade, cliniquement, sur le plan épidémiologique et clinique, il présente des symptômes. On a fait l'état frais, les frottis, gouttes épaisses, technique de concentration, il n'y a pas de parasite. On va passer au xénodiagnostic, qui est une technique indiquée uniquement pour cette parasitose. Donc, on a des réduves d'élevage. Les réduves, mais le parasite. Nous allons, vous voyez bien sur la photo, essayez de voir les photos sur la diapo. Nous allons piquer le sujet par des réduves et rechercher un mois, 2 mois après. Au niveau des déjections, on va rechercher les trypomastigotes. Bien sûr, un examen microscopique. Alors, l'inconvénient de cette technique, c'est la lenteur d'obtention des résultats. Il faut attendre un mois, 2 mois pour obtenir, si vous voulez, poser le diagnostic avec certitude. Il faut patienter un mois, 2 mois. Bon, c'est un petit peu lent. Le deuxième inconvénient, il y a un risque de contamination au laboratoire, puisqu'on manipule des réduves. Donc, il y a un risque de contamination. L'avantage de cette technique, c'est la sensibilité. C'est une technique qui est très sensible. Donc, soit au niveau de la phase aiguë, soit au niveau de la phase chronique. La phase chronique, la sensibilité, elle est à peu près de 50%. Alors, est-ce que c'est clair pour le xénodiagnostic? Xénodiagnostic, c'est quoi? Réduve d'élevage plus le malade, patienter un mois, 2 mois, examiner les déjections des réduves et rechercher le parasite au niveau des déjections. S'il y a présence de parasite, alors là, on pose le diagnostic de la maladie de Chagas chez le patient. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, xénodiagnostic? Normalement, oui. Alors, le traitement, on a la phase aiguë, la phase chronique. Toujours le traitement diffère. Bon, il diffère un petit peu entre la phase aiguë et la phase chronique. Les antiparasitaires utilisés, c'est les mêmes. La phase chronique, on aura des complications cardiaques, des complications digestives. C'est pour ça qu'il faut rajouter des traitements symptomatiques. La phase aiguë, on a Nifurtimox et le benzidazole. Alors là, vous allez apprendre juste les DCI. Au cours de la phase chronique, on a des complications. Le patient va présenter des complications cardiaques. Donc là, on a recours aux antiarythmiques, les diurétiques, peut-être des problèmes de constipation, des méga-organes. On a l'utilisation des laxatifs, etc. OK. Alors la prophylaxie, toujours, il n'y a pas de vaccin pour cette zoonose. Alors là, il faut lutter contre les piqûres d'insectes. Il faut lutter contre les piqûres de réduves avec des insecticides. Il faut améliorer le niveau de vie des patients de la zone d'endémie. Améliorer aussi les habitations humaines. Aussi pour les malades
puisque au cours de la phase silencieuse, le patient, c'est un porteur sain, il va porter le parasite, il ne va pas présenter de symptômes. Donc, il faut faire un dépistage et traitement des malades. Le dépistage des donneurs de sang, c'est important. Au niveau de la zondandémie, le dépistage par les donneurs de sang, il est obligatoire pour la maladie de Chagas. Et bien sûr, renforcer l'éducation sanitaire dans la zondandémie. Alors, concernant le réservoir de cette maladie, on a dit que le réservoir, il est vaste. Le réservoir, il est vraiment vaste. Il est représenté par les animaux sauvages domestiques. Donc, c'est très difficile de lutter contre le réservoir animal. La maladie de Chagas. OK? Alors là, je vous pose une question. Alors, le dépistage des donneurs de sang. Alors, il se fait par quelle technique? Est-ce que le diagnostic direct ou l'indirect? Alors, la question, c'est le dépistage des donneurs de sang pour la maladie de Chagas. Est-ce qu'il se fait par la sérologie ou la recherche directe du parasite? On a un donneur de sang. Pour accepter le sang, qu'il soit transfusé par la suite, il faut faire un dépistage. Le HIV, l'hépatite, etc. et rajouter dans la zondandémie la maladie de Chagas. Rechercher la Trypanosoma cruzi. Alors, est-ce que le dépistage, il se fait par la sérologie, la recherche d'anticorps, ou bien la recherche directe du parasite? Alors, j'attends La une recherche réponse. directe. La recherche directe du parasite. Alors, est-ce que vous avez une réponse? Oui ou non? Dépistage direct. Z, direct. Bon, direct, c'est faux. Alors, on ne fait pas le diagnostic direct. C'est le diagnostic indirect. Très bien, c'est la sérologie. C'est la sérologie. Parce que les patients, les donneurs de sang, mais ils ont la phase aiguë. La phase aiguë, c'est généralement, elle est asymptomatique. On a dit la clinique, la clinique, c'est la maladie de Chagas. La phase aiguë, la première phase, elle est asymptomatique. Il y a des symptômes, mais généralement, c'est des sujets immunologiquement naïfs. C'est généralement les enfants. Alors, les enfants ne font pas de dons de sang. Alors, les donneurs de sang, IGO, la phase silencieuse, rarement la phase chronique, la phase silencieuse. Alors, on a dit la phase silencieuse qui dure 10, 20 jusqu'à 30 ans. Le sujet, il est porteur de parasites. La charge parasitaire, elle est faible. Donc, c'est très difficile de faire un dépistage à la recherche directe du parasite. Alors, on fait la sérologie. Les anticorps seront élevés au cours de la phase silencieuse. C'est l'intérêt de faire la sérologie pour dire est-ce que le donneur de sang il a des anticorps anti-trypanosoma cruzi ou pas. C'est bon, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors j'attends, je vois vos messages, si c'est clair. Si vous avez des questions, marhaba bikum. Bon, je viens de terminer les deux cours. C'est lent. Bon, donc il y a le tableau. Donc, le tableau, il est vide. Essayez, s'il vous plaît, de prendre le tableau. Maladie du sommeil, maladie de Chagas. Essayez de faire la différence entre les deux. Parce que le polycope peut être régi comme poêle. Mais là, le tableau, il permet une révision qui est ciblée. Agent pathogène, la différence entre les deux. La forme retrouvée chez l'homme, la maladie de sommeil, maladie de Chagas, le vecteur, c'est quoi le vecteur? Là, c'est quoi le vecteur? Le mode de contamination, la maladie de sommeil, c'est quoi? Maladie de Chagas, c'est quoi? Répartition, c'est clair. La clinique, juste les mots-clés. La clinique, les mots-clés. Ou là, les phases. Deux phases, trois phases. Diagnostic direct, indirect. Et le traitement et prophylaxie. Vous pouvez rajouter la prophylaxie.
Non, monsieur. Alors, la charge parasitaire, pas monsieur, c'est Marie, c'est mademoiselle. Alors, la charge parasitaire au cours de la phase silencieuse sera faible, mais le taux d'anticorps est élevé. OK? Les anticorps uconothalènes, la charge parasitaire, donc ça. Alors, si vous voulez, c'est la même chose à Covid. C'est la même chose de la réponse immunitaire contre le Covid. OK? Le SARS-CoV-2. La phase الأولى, on peut faire une PCR, le Covid, ou bien le test antigénique pour rechercher directement le virus. Attendre, patienter 10 jours, 15 jours, on aura une réponse immunitaire. La charge virale sera diminuée et les anticorps, ils vont apparaître. La même chose. Non, les réduves utilisées en xénodiagnostic, je dis bien, et j'ai dit que c'est des réduves qui sont saines, élevées au laboratoire. C'est des réduves, c'est des réduves entretenues au laboratoire. Génération par génération. OK? C'est des réduves saines entretenues au laboratoire. Alors, l'intérêt de xénodiagnostic, l'intérêt, c'est de faire une culture in vivo du parasite chez un vecteur, chez le vecteur spécifique et sain. Alors, l'inconvénient, c'est le temps. Il faut patienter 1 mois, tel 2 mois, pour avoir un résultat. Autre question? Alors, normalement, c'était un petit peu lent, plus ou moins clair. Essayez de lire les polycopes. Si vous avez des questions, vous allez juste laisser vos questions sur la page Teams. Parasito. Et bon courage à tous. Donc, le polycope عندكم. Voilà. Et bon courage à tous.